La prise de décision par consentement est l'une des 4 règles de la méthode sociocratique de gouvernance formalisée par Gerhard Edenbauer. Elle vise à installer l'équivalence entre les membres d'une équipe et permet de prendre des décisions robustes et partagées qui construisent le « nous » en même temps qu'elle permet à l'équipe qui prend la décision d'avancer vers l'atteinte de son objectif. Quel est le processus de décision par consentement ? Le processus de prise de décision par consentement est conduit par l'animateur avec le soutien du secrétaire du cercle. Le processus peut varier selon l'importance et la complexité de la décision à prendre. Dans le cas d'une décision très simple pour laquelle les objections ne sont guère probables, l'animateur peut se contenter, après la présentation de la proposition, de demander s'il y a une objection. On se méfiera néanmoins d'une simplification hâtive du processus qui risque d'en réduire la fécondité et l'efficacité, surtout si l'on ne maîtrise pas bien la méthode. Chaque étape du processus a sa raison d'être et il est préférable de parcourir une étape très rapidement si personne n'a rien à dire à cette étape, plutôt que de sauter une étape imprudemment et priver ainsi le groupe d'une occasion d'améliorer sa décision. Pour les décisions importantes, afin d'optimiser le travail du cercle, une proposition a été préparée qui a été envoyée aux participants à l'avance avec la proposition d'ordre du jour. Un résumé de la problématique que de la proposition vise à résoudre est également joint à la proposition. Quelles sont les étapes du processus ? Étape 1. Présenter la proposition. C'est un bref rappel de la problématique et une présentation de la proposition par la personne ou le groupe qui a préparé la proposition. Question de clarification. À cette étape, il s'agit de s'assurer que la proposition est comprise par tous et ne comporte pas d'ambiguïté. Recueil des réactions à la proposition. À cette étape, il s'agit de solliciter par rondes successives les appréciations des participants. Chacun est invité à exprimer ce qu'il apprécie dans la proposition et ce qu'il n'apprécie pas, ce qui lui semble manquer ou pourrait d'ailleurs être amélioré. On ne débat pas à ce stade. Chacun exprime son point de vue qui vient enrichir la perception générale de la proposition. En pratique, il est intéressant de noter toutes les réactions sans commentaire pour préparer l'étape suivante. « 4. Amendement éventuel à la proposition pour tenir compte des réactions. À cette étape, la personne, ou le groupe d'amélioration, qui a préparé la proposition peuvent amender leur proposition pour prendre en compte les réactions exprimées par les membres du cercle. La personne ou le groupe porteur de la proposition sont libres de retenir ou de ne pas retenir telle ou telle réaction et de les prendre en compte sous la forme d'un amendement de la proposition. Mais une écoute exercée et ouverte des réactions permet en général d'améliorer la proposition et d'anticiper des objections à l'étape suivante. L'animateur ou le secrétaire ou un membre du cercle qualifié peuvent assister si besoin le porteur du projet pour rédiger la proposition amendée. Si c'est utile, l'animateur peut autoriser une discussion ouverte, plutôt brève, entre le porteur de la proposition qui souhaite prendre en compte une réaction pour rechercher une formulation qui convienne. Cependant, quand ce cas se présente, il est souvent plus rapide et plus efficace de constituer un petit groupe autour du porteur de proposition et de mettre le cercle en pause. À retenir qu'il est très important qu'au terme de ce travail, la rédaction de la proposition amendée soit sans ambiguïté. En cas de changements importants et nombreux, il est peut-être nécessaire de réécrire toute la proposition. Cinquième étape, le recueil des objections. L'animateur procède à une ronde pour recueillir les objections éventuelles à la proposition amendée. En pratique, il peut commencer par faire un tour de cercle pour demander à chaque membre s'il a une objection. À cette étape, il est important que l'animateur facilite, voire encourage l'expression des objections. Une hésitation, un air dubitatif, une grimace peuvent exprimer chez un membre du cercle une objection encore peu claire. L'animateur va dans ce cas considérer que la personne a une objection, puis il le vérifiera au tour suivant. La méthode sociocratique encourage l'expression des objections qui sont considérées comme des occasions d'améliorer la proposition. Au tour suivant, il demande à ceux qui ont signalé une objection de résumer leur objection en une phrase ou deux qui vont être notées. Nous faisons une petite pause dans notre schéma afin de préciser quels sont les 2 types d'objections.
En premier lieu, les objections qui portent sur des éléments factuels et des raisonnements qui contestent le bien fondé de tout ou partie de la proposition pour atteindre le but recherché. Par exemple, si nous décidions cela, nous nous éloignerons de notre objectif parce que... Et enfin, en deuxième lieu, les objections qui expriment que la proposition outrepasse les limites de quelqu'un dans le cercle. Par exemple, si l'on prend cette décision, je ne serai pas en mesure d'assumer les conséquences de cette décision parce que... Dans les deux cas, une objection doit être formulée et argumentée pour que l'équipe, y compris la personne qui objecte, puisse travailler à lever l'objection en amendant la proposition. Une objection n'est pas une préférence. Parfois, il n'est pas facile, même pour un facilitateur expérimenté, de le faire comprendre. Et parfois, il est difficile de distinguer si l'opposition qui s'exprime relève d'une objection véritable ou bien d'une préférence, ou d'une crainte, ou du souhait d'améliorer sans fin proposition pour atteindre la solution idéale. Le facilitateur et le groupe vont alors devoir aider la personne qui s'objecte à clarifier ses arguments, son raisonnement et ses ressentis. Étape 6. Traitement des objections et amélioration de la proposition. À cette étape, il faut considérer que les objections appartiennent au cercle tout en entier et pas à ceux qui l'ont formulé. Le cercle tout entier, y compris la personne qui a formulé l'objection sur laquelle on travaille, va chercher les moyens de traiter les objections et d'améliorer la proposition. C'est incontestablement l'étape délicate du processus, grandement facilitée par l'expérience du cercle et le savoir-faire de l'animateur. Après le recensement des objections, l'animateur va vérifier s'il lui semble possible de traiter les objections dans le temps prévu pour la prise de décision. Dans le cas contraire, il va interpeller le cercle sur cette question. Le cercle peut alors décider de bouleverser son ordre du jour pour parvenir à une décision ou de confier à un groupe d'amélioration de reprendre la proposition en tenant compte des objections. Dans tous les cas, une objection doit être présentée de façon suffisamment claire pour que les membres du cercle la comprennent ou puissent participer à sa clarification. Mais il faut parfois aider le porteur d'une objection qui ne ressent dans un premier temps qu'un malaise à mettre des mots sur son ressenti. Dans tous les cas, le cercle doit comprendre l'objection. Une objection n'est pas l'expression d'une préférence. Ce n'est pas non plus un droit de veto. Le cercle et son animateur font progressivement l'apprentissage de ce qu'est une objection et de façon à la traiter en objection. Pour terminer sur ce point, le traitement d'une objection peut conduire à une bonification de la proposition en prenant en compte l'objection, au retrait de l'objection par le porteur dont la réflexion évolue avec celle du cercle, à la mise en évidence que l'objection n'en est pas une, au report de la décision si le temps et le moyen disponibles ne permettent pas de traiter l'objection dans le cadre prévu. Septième étape, obtention du consentement formel de tous les membres du cercle. À l'issue du traitement des objections, même s'il s'apparaît que toutes les objections ont été traitées, l'animateur va solliciter formellement le consentement de chaque membre du cercle. Si la proposition a été fortement modifiée pendant le travail de traitement des objections, il aura au préalable demandé au secrétaire de rédiger à nouveau la proposition dans sa forme finale. Étape 8. Célébration du travail accompli. Quand on a bien travaillé ensemble, il est gratifiant, reposant et dynamisant de se le dire et de le célébrer avant de passer au point suivant à l'ordre du jour. Neuvième et dernière étape, inscription de la décision au cahier de bord du cercle. C'est le travail du secrétaire, après la réunion, d'inscrire la décision prise au cahier de bord du cercle, où elle pourra être consultée par les membres du cercle, mais aussi par les membres des autres cercles auxquels le cercle est relié. Les 3 lieux de travail collectif. On peut distinguer au moins 3 types d'objectifs pour une réunion d'équipe. Partager de l'information, ou coordonner un travail, élaborer une proposition pour résoudre un problème, améliorer un fonctionnement, préparer une décision nouvelle, et enfin, prendre une décision. Si l'on veut optimiser l'efficacité du groupe, il faut adapter la composition du groupe et la forme de conduite et d'animation de la réunion aux objectifs de la réunion. Les réunions de coordination ont vocation à organiser et coordonner l'exécution du travail, à échanger pour cela toutes les informations nécessaires à prendre des décisions opérationnelles adéquates. Elles peuvent être dirigées par le responsable exécutif de l'équipe
ou par le chef du projet sur lequel l'équipe travaille ou par un animateur désigné par l'équipe. Les groupes d'amélioration ont vocation à rechercher des solutions à des problématiques qui peuvent concerner aussi bien des aspects de pilotage stratégique que des aspects opérationnels. Idéalement, ils sont composés sur mesure pour une problématique particulière et ils n'ont pas de pouvoir de décision. Ils préparent des propositions. Enfin, les cercles de décision ont vocation à prendre des décisions qui ont un impact significatif et durable sur le fonctionnement d'une équipe, d'un service, d'un département ou de toute organisation. Toutes les personnes concernées par la décision y sont présentées ou représentées, c'est dans ce cadre que le processus de décision par consentement trouve toute sa pertinence. Au sein de la filière farine du Méjean, une situation de conflit nous a mené à instaurer des règles de fonctionnement basées sur la recherche de consentement. Dans cette vidéo, nous allons présenter l'animation mise en place pour sortir de ce conflit et les intérêts trouvés dans la notion de consentement, inspirée notamment de la sociocratie. D'abord le contexte. Lors de la deuxième année de la vie du collectif, une situation de conflit apparaît entre agriculteurs bio et conventionnels qui bloque les échanges et les avancées dans la structuration de cette filière. Cette situation a fait suite à un travail sur un cahier des charges de production. Ce cahier des charges devait permettre de laisser les portes ouvertes à tous les agriculteurs du territoire, qu'ils soient bio ou conventionnels, tout en posant un cadre environnemental. Quelques mois après avoir trouvé un consensus sur ce cahier des charges commun, il s'avère que ce consensus ne satisfait personne et des tensions se cristallisent peu à peu sur ce sujet. Le rôle d'animation externe ou neutre s'est montré essentiel à ce moment. Et voici comment nous avons procédé pour renouer le dialogue. Dans un premier temps, il fallait bien identifier les différents groupes d'entente, donc les 2 groupes d'entente. Ensuite, on a réuni séparément chaque groupe. On leur a donné une première consigne, c'était « Imaginez-vous 6 mois en arrière, avant tout conflit ». Donc ça, c'était la première base pour réfléchir de manière plus fertile qu'avec un conflit en tête. Ensuite, chaque groupe a pu avancer, préciser, détailler son projet stratégique. Donc, c'est-à-dire définir les valeurs qui les réunissent, les objectifs qu'ils identifient, la vision qu'ils ont du projet à court terme ou à moyen terme. Et dernier point, dans ce premier travail des groupes, c'était d'identifier les points de convergence, les points pour lesquels l'entente entre les 2 groupes était forcément nécessaire. C'est-à-dire un point sur lequel l'action d'un des groupes pouvait entraîner des préjudices pour l'action de l'autre groupe. Donc une fois que toutes ces bases étaient posées, chaque groupe a pu avancer dans le développement de son projet, commencer à mettre en place des actions tant qu'elles n'engendraient pas de préjudice pour l'autre groupe. Et après 6 mois de cette animation, chaque groupe après avoir bien pris confiance dans son projet et avoir retrouvé la motivation, se réunit pour une mise en commun des avancées. Et en fait, cette présentation commune, elle aboutit à un ressenti collectif très positif. Ce qui ressortait, c'était en fait, on veut la même chose, il faut qu'on avance ensemble malgré nos différends. Et c'est suite à ça que le groupe réuni choisit d'avancer ensemble dans la structuration de la filière en articulant vraiment ces 2 modes d'agriculture. Donc une filière avec une gamme bio et une gamme conventionnelle. Tout ce processus d'animation a permis au collectif d'intégrer le fait qu'on ne peut pas chercher la meilleure solution, mais qu'une bonne solution est celle qui respecte les limites posées par chacun. C'est là qu'apparaît la notion de consentement. En fait, pour aller d'un point A à un point B, il y a différents chemins possibles entre les limites que se pose le collectif.
La décision par consentement, c'est une décision pour laquelle personne n'a d'objection, contrairement à la décision par consensus pour laquelle on recherche une décision où tout le monde est d'accord. Cette nuance, elle s'est montrée importante pour la pérennité des décisions prises et elle continue à être utilisée au sein du collectif Farine du Méjean.